Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour et bonne année à vous. Merci, bonne année à vous. Merci d'être là en direct ce matin, surtout dans cette semaine qui s'annonce particulièrement passionnante sur le plan politique, parce que demain il y a le discours de politique générale du nouveau Premier ministre François Bayrou. On aura des réponses notamment sur les retraites. On entend beaucoup parler en ce moment d'une suspension de 6 mois, le temps de renégocier. Est-ce que cette solution vous satisferait ou pas ? Oui, c'est ce que nous demandons. Et je dois dire qu'en fait, on est dans un moment particulier, parce que ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu ce type de dialogue, qu'il n'y a pas eu ce type de négociation. Pour la première fois, il y a une sérieuse discussion, une sérieuse négociation. Vous savez, nous, notre but... Il y a eu plein de discussions sur les retraites depuis des années. Plein de discussions. Le premier mandat, le deuxième mandat. De vraies négociations politiques. Vous savez, ça fait quand même depuis 2022, en fait, qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et pour la première fois, on en prend conscience et on agit de manière responsable. Et moi, je pense que c'est un moment où la classe politique française doit montrer sa maturité. Ça suppose des bougées de la part du gouvernement. Mais vous savez, nous, on n'a pas envie du chaos. On voit les tempêtes géopolitiques qui vont s'abattre sur l'Europe et sur la France. Ouais, on voit la crise budgétaire, on voit la crise financière possible, on voit la crise politique dans laquelle s'est enfermé notre pays depuis la dissolution insensée du 9 juin 2024. Et donc, on veut agir en responsabilité. Et ça suppose des discussions franches, des discussions sérieuses. Elles ont lieu aujourd'hui au ministère de l'économie. Moi, je vais encore tout à l'heure au ministère de l'économie discuter avec monsieur Lombard. Et il faut qu'on obtienne un accord de non-censure. Vous le connaissez bien ? C'est un ami personnel, comme c'est l'ami d'Olivier Faure ou pas ? Moi, je le connais bien. Je sais que c'est quelqu'un qui a la justice sociale dans son radar, qui est guidé par ce souci de justice fiscale et de justice sociale. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Et surtout, c'est une démarche qui est à l'antithèse de ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire que M. Lombard veut un accord avec la gauche et ne pas dépendre du Rassemblement national et du pouce levé ou baissé de Marine Le Pen, parce qu'on a vu ce à quoi ça conduisait, c'est-à-dire à la censure de M. Barnier. C'était un accord qui coûte cher. Vous parlez de responsabilité, mais Laurent Wauquiez, lui, ce matin, dans Le Parisien, a dit que c'est complètement irresponsable de faire ça. Ça va coûter pratiquement 3,5 milliards d'euros aux finances publiques. On a les moyens de s'offrir ça ? On a des moyens d'avoir des recettes supplémentaires. On a des moyens d'avoir des économies ailleurs. Ce qu'on n'a pas le moyen de faire, c'est de casser notre contrat social. Vous avez 3/4 des Françaises et des Français qui sont opposés à cette réforme. Vous avez eu une brutalisation du dialogue social pendant cette réforme. Une fois, vous dites qu'on peut trouver de l'argent comme ça, comme s'il y avait de l'argent magique. Mais il est où cet argent magique ? Non, on ne dit absolument pas ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire un effort de financement et qu'on est prêt à étudier toutes les pistes et qu'on n'arrive pas avec des méga lignes rouges. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'une réforme qui n'est pas acceptée par la société, eh bien, elle doit être remise en discussion, et c'est ce que nous voulons obtenir du gouvernement, et nous agirons ensuite en responsabilité. Est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez dire, on ne souhaite pas, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale évidemment, mais vous souhaitez en tout cas que la gauche et le PS ne votent pas la censure de ce gouvernement s'il y a la suspension pour 6 mois. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des avancées qui permettent de ne pas voter la censure, parce que vous savez, c'est pas un jeu. Et moi, je veux le dire ici, la classe politique française, si elle considère les chutes de gouvernement les uns après les autres comme un jeu, elle perdra toute crédibilité, en particulier à ce moment aussi important de notre histoire. C'est quand même le PS qui a fait chuter le gouvernement précédent. Mais parce que vous aviez un gouvernement qui faisait la danse du ventre face au Rassemblement national, qui voulait éviter la censure en séduisant le Rassemblement national et pas en séduisant ou en discutant sérieusement avec la gauche. Alors justement, sur le rapport au Rassemblement national, il y a eu ce week-end une législative partielle du côté de l'Isère. Vous avez refusé d'adouber un candidat LFI. Ça allait dans ce sens. Vous dites aujourd'hui les priorités ont changé. L'ennemi numéro 1, ça n'est plus le Rassemblement national. Cette bataille-là, on l'a gagnée. L'ennemi numéro 1, c'est le Rassemblement national. Mais moi, j'ai toujours dit que la seule légitimité, ce qui justifiait à mes yeux une alliance avec des partis comme la FI qui est à ce point distant de notre vision du monde, de notre rapport au débat public, c'était le risque imminent de prise du pouvoir par Jordan Bardella. C'est ça qui motivait les discussions du NFP. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation. Et dans cette législative partielle, nous ne sommes plus dans cette situation. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'accord national qui lie place publique avec la France insoumise à l'échelle nationale. Et donc, très clairement, nous ne voulons pas dépendre des desiderata de Jean-Luc Mélenchon et de son appareil. Ce n'est pas un mariage, c'était une unité d'action contre la perspective de la prise du pouvoir immédiate par Marine Le Pen et par Jordan Bardella. On verra aussi ce que François Bayrou dit demain de la situation internationale. Peut-être qu'il parlera de l'Algérie, parce qu'il y a une crise évidemment en ce moment entre la France et l'Algérie, qui a refusé d'admettre sur son sol un influenceur expulsé de France. Est-ce qu'il doit hausser le ton, François Bayrou, sur ce sujet ou pas ? Il doit hausser le ton sur le sujet des influenceurs, mais il doit surtout hausser le ton aussi sur le sujet de Boualem Sansal, qui est, au moment où on se parle, toujours captif à Alger, dans une situation
de santé extrêmement fragile, un grand écrivain qui mais là n'empêche est pas en prison sur l'influenceur. Sur les deux. Sur l'influenceur. Est-ce qu'il faut dire il faut dénoncer les accords de 68 ? Est-ce qu'il faut faire ce genre de choses ? Il faut être extrêmement ferme. Il faut cibler le régime algérien et ce qui va nuire au régime algérien, qui, je le rappelle, est ultra contesté par son peuple. Le Irak, la grande révolution démocratique du peuple algérien, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais par contre, il faut faire attention à pas utiliser des moyens qui, en fait, ne nuisent absolument pas au régime, parce que, finalement, remettre en cause cet accord, je ne suis pas certain que cela dérange plus que cela le régime algérien. Ça, c'est pareil pour toutes les sanctions. On peut dire la même chose de l'Iran aussi. Ça dérange pas forcément le régime. Souvent, ça les renforce, d'ailleurs. Non, mais ce qu'il faut, c'est cibler les décideurs algériens. Et remettre en cause cet accord, je ne suis pas certain que ça soit vraiment la meilleure manière. Il y a une polémique ce week-end avec Marine Tondelier, entre Bruno Retailleau et Marine Tondelier, parce que Marine Tondelier, elle dit c'est normal, après tout, que cette expulsion, l'Algérie n'en ait pas voulu, parce que Bruno Retailleau n'applique pas le droit. Il lui a répondu, Bruno Retailleau, il dit si, tout à fait, le droit est appliqué ici, parce que c'est le droit administratif qui prime. Est-ce que vous soutenez le ministre face à Marine Tondelier dans cette polémique ou pas ? Je rentre pas dans cette polémique. Ce que je sais, c'est dommage, c'est intéressant. Non, mais d'accord. Ce que je sais moi, c'est qu'il faut réagir fermement à ces influenceurs qui appellent au viol, appellent au meurtre des opposants algériens sur le sol français. Et il faut protéger ces opposants algériens qui sont menacés. Et ça passe notamment par sanctionner ces influenceurs qui sont vraiment, vraiment insupportables. La France a été humiliée dans cette affaire, où il y a une tentative d'humiliation de la France. Mais vous savez, moi, je connais extrêmement bien l'Algérie. C'est finalement un des moteurs de ce régime de se légitimer soi-même en prenant pour cible la France. Et là, on est dans une phase où il y a besoin d'une surlégitimation. C'est lié notamment à la décision de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et nous ne pouvons pas être pris en otage par le régime algérien. Alors, il y en a d'autres qui, en ce moment, humilient la France et l'Europe en général. Ce sont certains dirigeants américains. Il y a notamment Elon Musk qui se lâche ces derniers temps. Regardez ce qu'il a répondu à Thierry Breton, ancien commissaire européen que vous connaissez bien, qui lui disait il faut bannir X en Europe. Si les contenus ne sont pas modérés, Elon Musk, il lui dit ceci: s'il n'arrête pas avec ses bêtises, je vais annuler sa note de frais de coiffeur. C'est cruel, je sais, mais bon, on a l'impression vraiment qu'il ne prend absolument pas les institutions européennes au sérieux. Il leur marche dessus même. Il nous marche dessus, c'est exactement ça. Il nous voit comme des paillassons. Vous savez, quand vous êtes face à des gens qui ne respectent que la force, si vous faites preuve de la moindre faiblesse, ils vous écrasent. Et c'est ce que Elon Musk et Donald Trump vont faire sur l'Europe si jamais nous ne réagissons pas. Et or, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été lancées sur X, sur TikTok, sur Meta. Et il faut que ces enquêtes aboutissent. Il ne faut pas que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ait la main qui tremble. Or, c'est sa tendance ? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réticence à assumer le rapport de force. Et c'est constitutif de l'éthos européen. Et il va falloir changer la manière dont nous voyons le monde, changer la manière dont nous comportons. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période extrêmement dangereuse. Nous avons Vladimir Poutine qui est en guerre contre nos démocraties. Nous avons la Chine qui cherche à écraser nos productions et désormais nous avons une administration américaine qui cherche à bouleverser de l'intérieur nos démocraties. Il ne faut pas sous-estimer le danger d'Elon Musk. Vous savez ce qu'a écrit Elon Musk. Si nous n'éradiquons pas le virus progressiste en Europe, il reviendra aux États-Unis. Donc pour lui, finalement, déstabiliser les gouvernements européens, déstabiliser le gouvernement anglais, déstabiliser le gouvernement allemand, prendre parti pour les extrêmes droites. Mais ça partout dans nos pays. Il faut interdire les activités d'Elon Musk en Europe, bannir X par exemple. Il faut faire quelque chose qui est absolument logique et que nous n'osons jamais faire appliquer les lois, nos lois européennes. Nous avons voté au Parlement européen et nous avons travaillé avec Thierry Breton, et je dois noter, là c'est une incise, que c'est invraisemblable que l'architecte du DSA, de la loi européenne sur les plateformes, ait été renvoyé, écarté comme un malpropre, pile au moment où on avait le plus besoin de lui. Donc nous devons faire respecter ces lois, nous devons publier les enquêtes. Il y a des amendes massives qui sont prévues. Vous êtes sur X, Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous y restez ou pas ? Eh bien ça, c'est une question majeure. Moi, mon instinct, c'est de partir pour ne pas nourrir Elon Musk et son pouvoir. Mais j'entends tout à fait ceux qui disent nous voulons rester pour mener le combat. Et donc, c'est une discussion qu'on doit avoir. Le départ doit être massif et il doit, s'il a lieu, le 20 janvier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a X, il y a l'agenda idéologique d'Elon Musk, il y a TikTok qui a été utilisé pour voler une élection en Roumanie. Et que si nous ne faisons rien, nos démocraties vont s'effondrer. Moi, vous savez, quand je viens vers vous là ce matin, je ne sais pas.
Je ne sais pas si dans 5 ans ou dans 10 ans, l'Europe sera encore constituée de démocratie. C'est extrêmement fragile et c'est sans doute l'un des moments de l'histoire, je l'ai répété pendant toute la campagne des Européennes, l'un des moments de l'histoire où se décide le destin de nos systèmes politiques. Et vous faites la comparaison avec la Tchécoslovaquie en 1938. Merci beaucoup Raphaël Glusman pour être venu ce matin dans Télématin.